Donc, pour cette prochaine présentation, merci beaucoup, Lynn. Et j'en profite pour préciser que Lynn est également experte dans le comité d'évaluation des projets de Medicine, mais qui est vraiment Éric Vibert et VP du Collège Recherche de tout le pôle Medicine. Pour la prochaine intervention, on accueillera le docteur Marc-Olivier Gossy à distance. Bonjour Marc-Olivier, qui est donc chirurgien orthopédique au CHU de Nice. Il est également président de la société savante Chaos, qui traite de la chirurgie assistée par ordinateur pour l'orthopédie, également fondateur du Conseil national des jeunes chirurgiens. Et pour finir, coordinateur du tiers d'expérimentation InnovOrtho, et il va notamment nous parler de la validation 360 des solutions numériques en chirurgie. Merci pour cet accueil. Merci de m'accueillir encore une fois auprès de vous pour cette communication sur un sujet qui me préoccupe depuis plusieurs années. Est-ce que vous voyez bien ma communication? Oui, c'est bon. Vous pouvez lancer. Merci. Voilà. Donc le sujet que je pilote est le sujet InnovOrtho. L'objectif est de centrer un petit peu, encore une fois, les mêmes problématiques autour de la spécialité orthopédique et du mouvement de manière un petit peu plus générale, notamment vis-à-vis des différents axes que l'on veut intégrer lors de la prochaine soumission de cette candidature auquel nous avons candidaté en première vague. Nous avions passé l'oral et puis nous sommes donc en seconde vague pour être en lice sur ce sujet, au sujet de la chirurgie orthopédique traumatologique et des sciences du mouvement. Pour vous introduire un petit peu le sujet, vous voyez, je suis en train de réaliser une prothèse d'épaule et puis avec un guide patient spécifique, des HoloLens pour afficher l'hologramme que j'ai planifié en préopératoire. Et puis, vous voyez qu'il va se passer certaines choses qui me gênent finalement, qui est le fait que il y a des problématiques d'utilisation des hologrammes au niveau avec les sialytiques, avec l'affichage. Il va se passer que dans mon champ opératoire, qui est finalement ce tunnel de concentration, va s'afficher un indicateur de batterie faible. Aujourd'hui, réellement, il faut travailler sur l'ergonomie de ces solutions qu'on nous propose au bloc opératoire. On y trouve beaucoup d'intérêt. Encore une fois, ces applications, aujourd'hui, je les utilise au quotidien. Pour autant, quand on me propose une utilisation de casque de réalité virtuelle au bloc opératoire, eh bien, finalement, on se rend compte que, à force de les utiliser, eh bien, dans notre boîte à outils, en tant que chirurgien, on va s'adapter, on va adapter l'outil qui nous est proposé à notre pratique et chacun va finalement s'approprier les choses en fonction de l'habitude qu'il en aura dans ses usages. Donc, au final, là où le plus souvent on propose d'utiliser ces lunettes de réalité mixte, c'est pour l'utilisation au niveau de la glène. Et au final, c'est sur l'humérus aujourd'hui que je l'utilise le plus. Et donc, fort de ce constat qui vient encore une fois convaincre du fait que ces technologies doivent être travaillées beaucoup plus en amont avant d'être diffusées, mise sur le marché. Alors là, c'est parce que on est un site pilote dans l'utilisation de ces lunettes, mais il y a encore du chemin à réaliser. Les questions qui viennent comme ça en bulle, c'est quand est-ce que je dois m'en servir, pourquoi l'utiliser, quels bénéfices, quels risques, comment l'utiliser, à quoi il sert. Et toutes ces questions-là, aujourd'hui, c'est non pas qu'on n'a même pas les règles, c'est qu'on n'a même pas les indicateurs qui nous permettent d'évaluer si la façon dont on l'utilise est bonne. C'est-à-dire en quoi est-ce que l'utilisation que je vais en faire correspondrait à une bonne pratique, à un bon usage de ces instruments-là, puisque on ne sait même pas en fait dans quelle situation on doit les utiliser. Donc en fait il y a un gros travail qui doit être fait et donc c'est naturellement finalement que depuis 4 ans, depuis que je suis devenu président de la société Chaos France, la société de chirurgie assistée par ordinateur en orthopédie. Pour vous faire un petit historique, la société Chaos, c'est une société qui a été fondée en 2004 par 2 personnes qui étaient, je pense, visionnaires, mais qui sont arrivées un petit peu en avance sur leur temps, Eric Stindel à Brest et Philippe Merloz à Grenoble, qui ont fondé cette société de chirurgie assistée par ordinateur qui rassemble les chirurgiens, mais aussi des ingénieurs et des chercheurs autour de la problématique de l'usage de ces nouvelles technologies, qu'elles soient robotique, navigation, réalité mixte, etc. On va y venir au bloc opératoire. Et donc, c'est partant de là que le projet finalement Label Chaos est né au sein du bureau de Chaos, un projet qui avait pour ambition et qui a pour ambition de finalement apporter aux chirurgiens une transparence
sur l'usage et l'usage correct et de bonne qualité des technologies utilisées qu'on lui embarque dans sa pratique clinique, que ce soit au bloc opératoire ou en périopératoire. Sauf que quand on a commencé à concevoir ce label, c'est-à-dire dans un premier lieu de faire un registre des connaissances littéraires qui existaient sur le sujet, puis de faire finalement une grille d'évaluation en rapport avec les usages, et bien finalement on s'est rendu compte que nous, chirurgiens, nous avions l'expertise clinique, les chercheurs et les ingénieurs avaient aussi leur approche technique, mais cela n'était pas suffisante, et donc on a continué de travailler, et puis Chaos s'est associé au Digital Medical Hub, qui est cette spin-off de la PHP, qui aujourd'hui a bien pris son envol et qui accompagne les solutions numériques en santé, et notamment qui finalement a comme logiciel, comme fonctionnement, un fonctionnement qui est différent de celui qu'on peut trouver classiquement dans les DRCI, qui est finalement assez orienté pharmacologie, qui permet de matcher plus avec les nécessités, les impératifs et la temporalité du développement de ces dispositifs numériques qu'on nous propose dans notre pratique médicale en santé de manière générale. Et donc avec des approches plus réglementaires sur l'intelligence artificielle, sur l'éthique, sur le côté développement durable, RSE, et puis d'un point de vue aussi économique. Et donc c'est dans cette logique que nous avons continué finalement ce parcours en initiant un tiers-lieu qu'on a appelé Innovorto, centré autour de l'orthopédie, de la traumatologie et des sciences du mouvement. Alors, pour raccourcir un petit peu la vision, pour simplifier les choses, bien évidemment, c'est pas une vision exhaustive, mais les solutions suivent un parcours qui part de la recherche et du développement, pour lesquels ensuite on a une approche qui doit être faite sur ces usages à 360 degrés, donc ce qui va permettre ensuite de pouvoir les intégrer dans une démarche de soins. Et puis, il y a les plateformes d'achat. Et tout à l'heure, Eline a très bien démontré aussi ce partenariat fort qu'on doit avoir dans ce process. Et puis, l'intégration finalement dans le soin. Et donc, à ces différentes étapes, il y a différents outils qui peuvent être utilisés. On a les appels à projets ANR, et aujourd'hui, j'ai obtenu depuis janvier avec l'équipe un FHU qui permet de travailler spécifiquement sur la recherche et le développement en orthopédie traumatologie. Une approche à 360 degrés que je vous ai montré avec cette société qui s'appelle donc le Digital Medical Hub. Et puis, des plateformes d'essai qui sont effectivement indispensables et qui se développent. Et je sais que Eric Vibert a de l'avance dessus et a tout à fait compris les problématiques et a développé un outil qui est formidable pour les usages en chirurgie digestive. Et puis, les remontées terrain dont on a besoin, qui viennent de la base finalement, et qu'il faut écouter, finalement, une sorte de phase 4 des solutions numériques, qui nous permettrait aussi de reconnaître et d'identifier les anomalies dans les usages que l'on peut faire en pratique clinique. Et bien évidemment, la problématique des résultats cliniques avec les PROMS, les PREMS, que l'on a aujourd'hui, qui vont faire la vraie valeur finalement de ces solutions, puisqu'il s'agit d'évaluer globalement la satisfaction du patient. Et donc, autour de ce dernier point, Renacot, qui est une des cellules opérationnelles de la SOFCOT, la Société française de chirurgie orthopédique et traumatologie, a été créée à l'initiative de Stéphane Boigard, son actuel président, et c'est un entrepôt de données de santé qui a pour ambition de rassembler et de garder entre les mains des chirurgiens les données cliniques, de façon à pouvoir travailler dessus et limiter, comme on l'a présenté tout à l'heure, cet écueil qui est l'appropriation, on va dire peut-être indirecte, des données générées par le chirurgien, par les outils qu'il utilise, et derrière donc les industriels qui sont nos partenaires, mais avec qui il faut évidemment établir des règles, en particulier en ce qui est des usages que l'on fait des données que nous générons en tant que chirurgiens. Et donc là-dessus, cette initiative de Renacot est absolument indispensable pour pouvoir progresser. Elle est portée par une société savante qui rassemble tous les chirurgiens orthopédiques et traumatologues de la spécialité. Et en cela, ça fait vraiment la force de cette dynamique. Et donc, l'intérêt de cette approche, c'est de passer de l'utile. Alors, le marquage CE, c'est très bien, sauf qu'en fait, si vous connaissez une solution qui a un marquage CE, la majorité, aujourd'hui, ne sont clairement pas utilisables en pratique clinique sans associer à cela une charge mentale, et je pense qu'il faut vraiment insister aussi là-dessus, une charge mentale qui est parfois insupportable aux utilisateurs. Aujourd'hui, les systèmes de guide sur mesure, et là j'en ai plusieurs sur mon bureau, qui permettent
d'être utilisés en paire opératoire pour être plus précis, ce sont des systèmes qui sont absolument pas extrapolables et que l'on peut clairement pas envisager que dans 5 ans on continue à travailler comme ça. Nécessité de charger son scanner dans le logiciel et puis d'attendre finalement 1 mois à 5 semaines d'obtenir un guide patient spécifique pour faire son intervention. Clairement, c'est pas quelque chose qui pourra être diffusable et utilisable dans de bonnes conditions et surtout diffusable auprès des chirurgiens dans leur pratique quotidienne. Et donc, il faut continuer à travailler et optimiser le flux, le workflow que l'on a pour automatiser au maximum, pour accélérer au maximum les process et surtout, d'un point de vue réglementaire, eh bien proposer aussi d'innover. Et je parle par exemple de l'impression 3D. On a vu aussi tout à l'heure la plateforme de la PHP, de l'impression 3D. Il faut arriver à optimiser ces plateformes, à changer la réglementation pour que on puisse développer, par exemple, l'impression 3D point of care, c'est-à-dire sur le site des soins, pour que on puisse, dans le cadre de la traumatologie, et c'est tout l'enjeu du FHU que nous portons, eh bien pouvoir mettre au point des nouvelles réglementations, faire évoluer la réglementation pour pouvoir utiliser dans le cadre de l'urgence différée des guides sur mesure qui, bien évidemment, aujourd'hui ne sont pas d'actualité. Et donc là où la recherche et développement est plutôt, on va dire, financée par des plans d'appel à projet type ANR, le tiers-lieu, dans la façon dont on l'a abordé sur Innovorto, elle vient par la suite, c'est-à-dire on prend ces solutions, soit une fois qu'elles ont été certifiées, soit avant, et puis on va proposer cette approche d'emblée à 360 degrés avec des partenaires type achat, on a parlé du RESA tout à l'heure, et puis les faire expérimenter aussi en réalité terrain, c'est-à-dire dans les 12 CHU qui sont partenaires de ce projet, et de façon à avoir finalement des solutions qui soient marquées, mais des solutions qui soient aussi pertinentes, à la fois d'un point de vue clinique, mais on a compris aussi que les solutions numériques, dans leur valeur, eh bien finalement, allaient au-delà de la pertinence clinique, mais pouvaient réorganiser notre fonctionnement logistique et nos activités complètes au quotidien. Alors, le tiers-lieu Innovorto, elle part de principe qui, en chirurgie orthopédique, est un intérêt de santé publique fort. Nous avons 400 000 séjours par an rien qu'en traumatologie, un marché de la chirurgie numérique qui est à 12,5 milliards en 2025, avec un taux d'accroissement qui est énorme, un CAGR à 18% qui atteint les 40% en traumatologie et orthopédie. Tous les patients sont touchés. On sera tous un jour dans notre vie statistiquement entre les mains d'un orthopédiste traumatologue. C'est 48% des passages d'urgence, la traumatologie, il faut pas l'oublier, et c'est le premier lieu de dépenses chirurgicales de l'assurance maladie. Nous avons aujourd'hui 4000 chirurgiens orthopédistes et traumatologues en France et 2500 médecins du sport qui sont aussi associés donc à ce projet puisque il s'agit aussi de parler du mouvement. Alors, ce sont des parcours complexes avec des problématiques aussi de prévention qui deviennent de plus en plus prégnants, un accompagnement thérapeutique, des nécessités d'aide au diagnostic, des aides à la décision complexe dans la planification, et on se rend compte aussi que dans ce changement de valeur qui va de l'implant, puisque le XXe siècle globalement a centré toute la valeur de la chirurgie industrielle autour de l'implant, aujourd'hui on switch vers une valeur qui est centralisée sur l'acte intellectuel. Et aujourd'hui, dû à ce qu'on appelle la commoditisation des implants, c'est-à-dire que aujourd'hui il y a une forte tendance à la baisse des prix parce qu'il y a une démultiplication des implants, eh bien la valeur est en train de se déplacer pour passer sur ces logiciels de planification. Sauf qu'il est facile de vendre un implant, par contre il est plus difficile de vendre un acte intellectuel. Et donc c'est tout l'enjeu qui aussi est imputé donc à Chaos, et c'est le travail que l'on fait aussi avec le Haut Conseil de la nomenclature et donc Chaos, et notamment pour valoriser ces actes techniques. Eh bien, c'est de pouvoir enfin valoriser cet acte intellectuel qui est aujourd'hui soutenu de plus en plus fort par des investissements industriels importants et donc ces solutions de planification bien en amont de notre geste chirurgical. Et donc, c'est une rampe de lancement technologique avec tous les éléments technologiques dont on a parlé, le métaverse, l'IA, des plateformes, l'imagerie, l'aide de diagnostic. Et donc, dans ce consortium, nous avons des partenaires qui sont issus de toute la chaîne, en particulier des partenaires qui sont les sociétés savantes elles-mêmes. La Sofcote fait partie du comité de pilotage de ce tiers-lieu d'expérimentation. Et puis, nous avons aussi tout à fait, comme aussi démontré tout à l'heure, nous avons aussi des centrales d'achat, des pôles de performance, des laboratoires aussi de recherche
puisque c'est d'eux que viennent aussi les innovations en termes de besoins. Nous avons des axes qui sont basés autour du parcours, de la technologie innovante, de l'organisation des soins, et des actes plus spécifiques autour du vieillissement, puisque le mouvement, c'est la vie, hein. Le mouvement est un acte, est un élément qui est important en termes de santé publique et qui est imputable directement à des problématiques d'orthopédie. Et nous sommes associés à Nice avec nos confrères gériatres sur le sujet. Et enfin, d'axer sur les sportifs et les solutions numériques qui sont autour du mouvement et du sportif. Et donc, nous avons une structuration qui est à 3 niveaux, qui est au niveau local, et je vous montrer des plateformes d'expérimentation que nous avons développées à Nice, régional, et qui inclut notamment des services de santé des armées, puisque les enjeux technologiques autour de l'assistance à distance des chirurgiens en OPEX, c'est un axe qui est très stratégique pour le service de santé des armées, et donc le SSA était partenaire dans le tiers-lieu que nous avons soumis, et donc enfin au niveau national avec des enjeux bien évidemment de bonnes pratiques qui sont le rôle des sociétés savantes, des CNP, et la Sofcote, donc je vous l'ai dit, est largement impliquée dans le projet. Et donc à la fin, nous souhaitons développer des indicateurs qui soient innovants, des évaluations, des méthodologies qui puissent permettre à des industriels qui puissent nous permettre d'être le guichet unique sur les aspects de chirurgie qui ont trait au mouvement, à la traumatologie, à l'orthopédie, pour évaluer leurs solutions. Alors, je vous ai parlé du registre national des implants et de l'observation des pratiques et des pathologies chirurgicales de l'appareil locomoteur, qui est développé par la Sofcote, Renacote. Depuis la semaine dernière, les premiers centres pilotes sur le genou ont vu activer leur compte, et donc l'entrepôt de données finalement a commencé à fonctionner depuis la semaine dernière. Voilà, on parlait de sites d'impression 3D. À Nice, nous avons donc l'IMRED, qui est une plateforme de l'Université Côte d'Azur, qui a des benches d'impression 3D de différents types. Il y a des process opérationnels qui sont déjà en route avec des ingénieurs qui sont disponibles pour pouvoir faire de l'impression, travailler sur ce modèle d'impression 3D at the point of care, et puis des analyses de plateforme qualité de ce qui est imprimé et qui peut être utilisé notamment parce que à un moment donné, si on veut aussi finalement que d'un point de vue réglementaire soient acceptées des instrumentations, je ne parle même pas des implants, mais des instrumentations qui puissent servir lors d'une intervention chirurgicale, eh bien il faut aussi les labelliser. Nous avons aussi des partenaires industriels associés sur ce projet qui sont dédiés à cela. Nous avons aussi une plateforme au sein du laboratoire d'anatomie dirigée par le professeur Bonsard, qui est mon collègue chirurgien du Rachis à Nice, une clinique chirurgicale virtuelle et augmentée qui nous permet d'aborder différents points avec des partenaires scientifiques qui travaillent avec nous sur le FHU. Nous avons des séquences autour du jumeau numérique, donc travaille avec l'INRIA, dont nous avons une antenne à Nice qui travaille spécifiquement sur l'imagerie autour de la chirurgie, un laboratoire CNRS à Marseille, et puis des aspects aussi de réflexion sur l'affichage, ce qu'on appelle l'imaging display au bloc opératoire, c'est-à-dire la réduction du nombre d'interfaces avec lesquelles on doit travailler, et notamment les chirurgiens vasculaires connaissent bien ça. Il faut réduire l'affichage et les supports d'affichage de façon à rendre plus ergonomiques les interventions, et puis la qualité même, ce qu'on appelle le profiling des images pendant l'intervention chirurgicale, qui finalement est une correction de l'image qui est faite grâce au casque, qui va affiner le rendu volumétrique tridimensionnel qui est donné par les lunettes que l'on utilise. Alors, ça peut être le HoloLens, comme vous le voyez ici, avec l'interne qui est en train d'essayer une solution d'un des partenaires qui s'appelle Abyss Medical, et ça peut être aussi d'autres lunettes qui sont générées, on en connaît, et notamment des françaises. Et puis enfin, MyMan, on a un laboratoire spécialisé dans l'ergonomie et la cognitique à l'Université Côte d'Azur, avec lequel nous travaillons, notamment pour travailler sur déjà identifier la charge mentale supplémentaire qui est ajoutée par ces solutions numériques dans tout le process, pas seulement au bloc opératoire. Mais encore une fois, on ne peut pas imposer à un chirurgien qui a finalement une programmation qui est de l'ordre du mois ou du mois et demi, finalement de devoir faire patienter son patient 1 mois et demi parce qu'il faut imprimer un guide sur mesure. Et là, il y a tout un aspect charge mentale parce que c'est pas la même chose de planifier son patient la veille de l'intervention ou lors du staff d'orthopédie en présence des différents internes et assistants du service que de devoir le planifier 1 mois à l'avance
et même des fois le scanner n'est pas disponible, il faut courir après le patient, etc. Donc il y a un vrai travail sur l'ergonomie et la charge mentale à faire, et donc là-dessus nous avons aussi créé l'écosystème pour travailler sur ce sujet. Voilà, ça c'est pour montrer alors la diapo devait être avant, mais c'est pour montrer un modèle imprimé sur la plateforme. Il s'agissait d'une fracture du plateau tibial, vous la reconnaissez, et donc qui permet aussi d'avoir finalement un aperçu de fractures qui sont complexes, articulaires, et notamment pour les fractures complexes, travaillons aujourd'hui au dépôt d'une candidature RHU sur le sujet. La plateforme Abyss, et puis ce sera la dernière diapo avant de passer la parole à Baptiste de la Bernardi, qui représente donc Abyss Médical. C'est cette plateforme cloud. On en a beaucoup parlé. Eh bien, aujourd'hui, la plateforme Abyss sur Giverse est certifiée FDA et donc peut réellement rentrer en fonctionnement dans une phase commerciale pour les utilisateurs aux États-Unis. J'espère qu'en France, les choses arriveront rapidement parce qu'elle permet réellement à la fois d'avoir une plateforme collaborative d'utilisation, et c'est assez bluffant finalement de pouvoir collaborer de façon aussi rapprochée avec le chirurgien qui est sur le site opératoire, et puis un cockpit chirurgical pour le chirurgien lui-même qui lui permet d'afficher finalement toutes ces informations. Baptiste, je te laisse la parole pour la suite. Je ne sais pas si tu veux rester sur cette diapo ou passer sur la suivante. Tu peux passer sur la suivante, Marc-Olivier. Bonjour à tous et à toutes. Merci à Medicine et l'Académie nationale de chirurgie pour l'organisation de cette session. Donc, Abyss Médical, effectivement, on est une entreprise medtech. On a développé la solution que Marc-Olivier a présentée dans la diapo précédente, qui permet aux chirurgiens donc de bâtir une stratégie chirurgicale numérique dans un environnement dédié et sécurisé directement sur le web, grâce à la technologie cloud, et ensuite de récupérer au sein du bloc opératoire pendant la chirurgie l'ensemble des éléments qu'il a préparés sous la forme d'hologramme avec lesquels qu'il va pouvoir disposer autour de lui grâce à un casque de réalité augmentée. Donc, pour faire un petit retour d'expérience sur l'idée du tiers-lieu d'expérimentation, donc, comme ça a été dit plusieurs fois, ça permet vraiment de permettre une proche collaboration entre les praticiens de santé, entre les établissements et les industriels. C'est vraiment le chaînon manquant pour un développement et un déploiement d'une technologie innovante efficace. Quand je dis personnel soignant, donc nous, on a développé une solution à destination des chirurgiens, mais on peut, lors de sessions au sein d'un tiers-lieu, finir par conclure que la technologie peut être aussi utilisée par exemple par des e-bods pour le montage d'une instrumentation, par exemple. Donc, ça englobe vraiment l'ensemble des étapes de développement d'un dispositif innovant, depuis la R&D jusqu'au déploiement, en passant par la partie réglementaire. Au niveau de la R&D, parce que notre tiers-lieu permet de donner accès à la technologie aux utilisateurs finaux, que ce soit des chirurgiens ou d'autres praticiens de santé, et de vraiment développer quelque chose qui répond à leurs besoins. Ça permet de co-développer ensemble certaines fonctionnalités, de réorienter certains choix qui ont été faits en fonction de leur retour. Donc, le fait de pouvoir mettre entre les mains des praticiens la technologie, ça permet vraiment de prendre, nous, en tant qu'industriels, des bonnes décisions de développement. Il y a quelque chose qu'on est aussi obligé de réaliser, et ça c'est réglementaire, c'est le fait de faire des évaluations formatives et sommatives pour pouvoir identifier des possibles erreurs d'utilisation du matériel, parce qu'on peut développer le meilleur outil du monde, mais s'il n'est pas utilisé correctement, ça ne servira à rien. Et ça permet aussi d'avoir une représentativité de ces essais avec les utilisateurs finaux, et surtout dans un environnement qui correspond à l'environnement final, comme par exemple un bloc opératoire avec l'ensemble du matériel dans ce bloc opératoire. Niveau réglementaire, donc, ça permet également, un tiers-lieu permettrait également de répondre rapidement aux demandes des organismes notifiés ou à la FDA. Par exemple, on a eu des sessions, des allers-retours avec la FDA avant notre certification, concernant des études cognitives et des tests de performance sur l'utilisation du casque de réalité augmentée au bloc, pour prouver que au sein d'un bloc opératoire avec des machines
avec des scies, par exemple, on puisse utiliser les commandes vocales correctement. Donc ça, c'est un test qu'on a réalisé au laboratoire anatomique de Nice avec Dr Marc-Olivier Gossy. On a pu vérifier également qu'avec la lumière cialytique, on pouvait utiliser correctement la manipulation des hologrammes. Donc ça permet vraiment de tester cet ensemble et d'avoir un dossier technique robuste à présenter aux organismes notifiés ou à l'FDA. En termes de déploiement également, donc Marc-Olivier Gossy a... Alors, j'ai pas entendu... Le temps va te demander de conclure, s'il te plaît. Ouais, je vais conclure du coup sur la partie déploiement et évaluation 360 degrés. Donc, ça permet vraiment de tester tout notre dispositif et de pouvoir évaluer en termes d'indicateurs médico-économiques, microéconomiques, d'organisation des soins, notre dispositif pour les établissements de santé. Merci, bravo pour votre présentation. Vous avez démontré encore une fois l'excellence d'une collaboration donc, entre un centre médical, universitaire en l'occurrence, et un industriel pour un développement extraordinaire. C'est une véritable académie qui a été. On va bientôt se déplacer nous-mêmes, venir travailler avec vous sur la Côte d'Azur, ça nous arrangerait d'une certaine façon. Très volontiers. Et félicitations également pour vos succès outre-Atlantique. Et on sait la rigueur des évaluations qui sont faites par la FDA. Cette communication est appelée à des commentaires. François Richard. Oui, je voudrais avoir l'avis de Marc-Olivier parce que le problème de toutes ces aides numériques, pour faire court, la chirurgie, c'était avant un acte, une voix d'abord. En 2023, c'est un acte, une voix d'abord, des guidages radiologiques ou endoscopiques et des aides numériques. Les deux premiers sont valorisés, les deux derniers, pour l'instant, ne sont pas valorisés. Et deuxièmement, souvent, les deux derniers ne sont pas évalués non plus. Donc, comment on peut évaluer, quels sont les critères d'évaluation des aides numériques? Parce qu'on voit très bien qu'il y a des aides numériques qui sont fabriquées en grand nombre, dont certaines seront utiles, d'autres ne seront pas du tout utiles. Et l'offre et la demande ne sont pas du tout conjointes actuellement. Il y a des structures qui existent, qui proposent des choses. Les praticiens ne savent pas que ça existe, donc ne les prescrivent pas. Donc, comme ils ne les prescrivent pas, puisqu'elles ne sont pas payées, ceux qui les fabriquent arrêtent de les fabriquer, voire disparaissent. Donc, il y a un vrai sujet là. Et je me demande s'il ne faudrait pas, dans les tiers-lieux, que ce soit le lieu pour d'abord répertorier toutes les aides numériques qu'il peut y avoir. Deuxièmement, définir les critères d'évaluation de ces aides numériques qu'on ne peut pas définir comme les critères d'un acte opératoire classique. Et puis, nous aider, là, c'est un appel au secours que je demande moi, en tant qu'au conseil de nomenclature, pour savoir comment on peut, Marc-Olivier l'a évoqué, comment on peut valoriser l'acte intellectuel d'utilisation, par exemple en chirurgie thoracique maintenant, pour citer Foch, j'en ai parlé avec Édouard Sage souvent, où maintenant pour toutes les lobectomies, ils font la veille au soir avec l'interne et le senior une simulation pour voir ce qu'ils vont faire. Bon, c'est un temps chirurgical, manifestement, un temps intellectuel. Donc ces sujets-là, je pense que c'est des sujets majeurs et à mon avis, c'est dans les tiers-lieux qu'on peut, je voudrais avoir l'avis de ceux qui sont intervenus, et y compris celui de Marc-Olivier. D'abord, Marc-Olivier va répondre, après Éric Vibert prendra la parole. Moi, je veux bien dire. Merci pour cette question et pour tout le travail aussi au Conseil de la nomenclature, parce que pour avoir des retours réguliers avec mes confrères orthopédistes à la Sofcote, c'est un travail de titan. Moi, j'avais trois points en fait que je peux mettre en avant, parce que c'est une question que tout le monde évidemment se pose. C'est qu'effectivement il y a cette notion de plateforme en fait. Il y a un réel besoin d'une amazonification en fait de ces solutions, de façon à pouvoir finalement centraliser au même endroit ces différentes solutions technologiques, pour que ce soit pas tellement en fait un usage qui soit fait parce que on a mis au marché telle solution, mais que finalement ce soit la plateforme qui héberge des solutions qui adhèrent. En plus, ça permettrait de trouver un modèle de financement qui soit pérenne, avec un business model qui soit correct, et que ce soit les chirurgiens finalement qui aillent se servir, et pas l'inverse. Donc, le principe serait de pouvoir rassembler au sein d'une plateforme
Et donc là, évidemment, après, il faut voir comment peuvent se faire les interopérabilités de ce type de solutions de logiciels. Mais c'est que sur cette plateforme, on aille se servir, en fait, globalement, dans le métaverse, on va choisir telle solution. Si on a une solution qui nous convient, on a fait la planification avec la solution qui nous intéresse. On se dit c'est celle-ci qui nous correspond. Et finalement, après, derrière, on peut déclencher l'achat d'un implant, par exemple, dans le cadre de la planification de ce cas par le chirurgien. Et donc là, ça oblige aussi à revoir un petit peu pour des cas, on va dire, complexes, parce qu'évidemment, dans le complexe, dans l'activité de tous les jours, on n'a pas besoin de ce process-là. Mais quand on aborde des cas complexes, il faudrait qu'on puisse, nous, aller se servir dans différentes solutions qui soient centralisées au sein d'une plateforme commune. Il y a un deuxième point, et notamment vis-à-vis de la pertinence de l'utilisation de ces solutions. C'est que, en fait, on a historiquement, et on va dire, et c'est un principe de réalité, l'habitude de valider des solutions et des implants au sein de centres experts. Sauf que la majorité du temps, c'est justement pas au sein de ces centres experts que la solution numérique va apporter le maximum de son intérêt. Et globalement, quand on regarde finalement l'apport des robots, hormis dans des centres où on arrive à démontrer des fois une petite différence pour un millier de cas, finalement, l'utilisation de solutions chirurgicales augmentées, bien dans les centres experts, on arrive finalement très peu à la faire. Et même les experts qui utilisaient, par exemple, pour les ostéotomies tibiales du genou, des guides patients spécifiques, eh bien, à la fin, ils finissent par en utiliser de moins en moins. Et ils finissent par finalement à la fois sélectionner drastiquement leurs indications et à la fois finalement diminuer leurs achats au niveau de ce produit. Et donc ça en vient aussi à savoir quelle est finalement la mission, la finalité aussi de ces solutions. Quand on est issu de pays occidentaux dans lesquels nous avons des centaines d'années d'histoire de chirurgie, et je pense que l'Académie de chirurgie en est la preuve, eh bien, peut-être que l'une des missions, c'est aussi de diffuser et de transférer cette connaissance à des pays en développement qui sont passés finalement en 30 ans comme je dis des fois, de la telle en bois au robot finalement. Et donc, c'est aussi cette mission-là qu'il va falloir nous atteler si on veut apporter une réelle plus-value humanitaire à notre activité et diffuser les connaissances. La même réflexion a été faite bien finalement quand on parle de Starlink, c'est-à-dire d'apporter le réseau à tout le monde. Et enfin, pour valider, et c'est le dernier point, cette chaîne de valeur, eh bien en fait, il faut évaluer la chaîne complète. Et là, c'est justement l'intérêt de ces tiers-lieux, c'est que il faut valider la chaîne complète et pas que l'acte chirurgical. Et donc du début jusqu'à la fin. Et ça, c'est l'approche value-based procurement. Alors après, on peut la décrier évidemment, mais disons qu'il faut aller dans ce sens-là. Et il nous faut vraiment évaluer pas que notre acte, il faut vraiment évaluer toute la chaîne logistique comprise. Bon, écoutez, c'est magnifique. C'était très bien défini, et particulièrement pour la question des pays en voie de développement. Rendez-vous le vendredi 28 décembre, le matin. On abordera cette question et probablement vous en saurez. Merci beaucoup. Et il y avait un commentaire, je pense on est un petit peu juste et on va passer la parole. C'est bon? Moi, j'avais peut-être une micro-question, si tu veux me permettre, parce que c'est pour rebondir sur ce qu'il vient de dire. Oui. Finalement, tu as décrit finalement la clinique chirurgicale virtuelle et augmentée. En fait, tu décris un CHU virtuel et tu es entré typiquement dans la chirurgie 4.0. Et est-ce que les tiers-lieux dont on parle, est-ce qu'il peut y avoir des tiers-lieux virtuels augmentés qui seraient peut-être la meilleure manière de faire la conjugaison au niveau national et international de ce qu'on essaye de faire? Alors, voilà. Et puis après, on n'a que des hologrammes à opérer. Tu te rends compte, formidable. On en restera là, c'est un grand point d'interrogation. Ça fait rêver tout le monde. Merci pour cette belle question. Et alors, on a commencé, merci à tous.